commencer effectivement par, au préalable, connaître sa résidence fiscale. Ça paraît naturel pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout aussi évident que ça. Il y a beaucoup de problématiques. Il y a une convention entre la France et le Canada. D'ailleurs, il y a aussi une convention entre la France et le Québec et la province de Québec, du fait de l'autonomie fiscale du Québec, qui est obligée, c'est le seul non-État, on va dire, avec lequel la France a une convention. Je crois qu'il y en a 128 conventions fiscales. La France est très diligente dans le domaine. C'est de dire que quoi ça sert à une convention fiscale, c'est aujourd'hui, si vous avez un risque d'être imposé à deux endroits à la fois, c'est comment on fait pour régler le problème. Sachant, et je vous dis tout de suite, la lecture est très malaisée de la convention, ce n'est pas fait pour être compris, enfin, je ne peux pas être plus clair. Donc par exemple, quand la convention va vous dire ce bien est exclusivement imposable en France, par exemple, entre le Canada et la France, un bien immobilier situé en France est exclusivement imposable en France, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir faire de déclaration ni payer d'impôt au Canada, contrairement à ce qu'on a l'impression en le lisant. Ça veut tout simplement dire qu'il faut se référer à un autre article, comment on neutralise la double imposition. C'est uniquement ce que ça veut dire. Donc il faut vraiment enlever ça, parce que moi j'ai des clients qui sont venus voir, regardez le traité, ce que vous dites n'est pas vrai, c'est pas comme ça, enfin c'est pas une terminologie pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que la résidence fiscale? Donc, vous avez 4 critères hiérarchiques. Ça veut dire que si jamais le premier n'est pas rempli, on passe au deuxième. Mais donc, le premier, donc ça c'est modèle OCDE, c'est-à-dire que l'OCDE a publié plein de modèles de convention, et là ça respecte tout à fait le modèle OCDE. D'abord, c'est le foyer d'habitation permanent. Donc ça veut dire où vivez-vous, où vous vivez avec votre famille, votre proche famille, vos conjoints, conjointes, et vos enfants. Vous pouvez très bien... donc ça, c'est le premier critère qu'on regarde, c'est le plus important. Si jamais on a un doute, imaginons que vous soyez célibataire, déjà, et que vous ayez un appartement en France, un appartement au Canada, on va passer au deuxième. Centre des intérêts vitaux, donc on va regarder où sont vos liens personnels et économiques les plus importants. Donc pareil, mais maintenant, imaginons que vous ayez des comptes, vous ayez des déplacements à des jardins, des déplacements en France. Comment on fait? Là, on voit la règle de 183 jours. Donc on ne la voit qu'en troisième étape. Donc c'est pas parce que vous allez rester 200 jours au Canada que vous allez être forcément résident fiscaux canadiens. Il faut bien le comprendre. On va d'abord regarder ces deux principes. Donc il y a des personnes, leur famille réside au Canada, leurs enfants sont au Canada, et c'est pas parce qu'ils travaillent régulièrement en France qu'ils vont être résidents fiscaux français. Ils vont rester résidents fiscaux canadiens, quand bien même ils seraient plus de 183 jours en France. Donc il faut vraiment, donc c'est important parce que tout ce que je vais vous dire, si on ne connaît pas sa résidence fiscale, c'est la base. Il faut savoir de quel pays on a la résidence fiscale. C'est complètement étranger, et vous voyez, la nationalité. Donc pareil, acquérir une citoyenneté, avoir, c'est un critère qui est tout en dernier, et en désespoir de cause. Et on n'a aucun de ces quatre-là, c'est les deux administrations françaises et canadiennes qui doivent rentrer en contact pour trancher. Il faut du temps. Voilà, mais bon, en général, c'est très vite. Mais j'ai eu le cas d'une mère qui venait très régulièrement voir sa fille qui faisait ses études ici, qui elle ne travaillait pas et finalement était résidente fiscale canadienne sans le savoir. Ce qui a été très problématique pour elle d'ailleurs, hein, parce que ça. Voilà. Voilà. Donc, par contre, aussi ce qui est important, le jour où vous déménagez, donc imaginons qu'on déménage, là nous sommes le 28 novembre, aujourd'hui j'arrive au Canada, je suis résident fiscal à partir du 28 novembre. On ne va pas appliquer ni les règles du 183 jours et tout, là je prouve que j'arrive ce jour-là, donc c'est ce jour-là, je commence à être résident, donc je serai résident fiscal français jusqu'au 27 novembre, et le 28, à partir du 28, je serai résident fiscal canadien. Donc c'est important parce qu'au niveau de vos impôts, pour les déclarations, il faudra que vous fassiez une déclaration, vous déclariez les revenus, parce qu'en France comme au Canada, on impose sur les revenus mondiaux. Donc vous aurez imposé tous vos revenus en France jusqu'au 27 novembre dans mon exemple, et tous vos revenus à partir du 28 novembre au Canada. Donc c'est vraiment au moment du déménagement, donc c'est important de garder des preuves, savoir quel jour on est arrivé, pour être capable de justifier si on vous le demande. Généralement on ne le demande pas, mais si on vous le demande, vous soyez capable de dire je suis arrivé tel jour, donc c'est à partir de tel jour que je dois faire ma déclaration. Et ça va être très important, surtout pour la déclaration canadienne. Notion générale sur la fiscalité canadienne. Donc, principe d'une imposition par adulte, on oublie le foyer fiscal. Donc, on est deux, et ben, on fait 2 déclarations, et même 4, puisqu'on a une déclaration fédérale et une déclaration provinciale.
Donc, il n'y a pas du tout ce problème-là. Remise à zéro tous les compteurs fiscaux pour le Canada. Donc ça, c'est très important. Vous arrivez, je reprends mon exemple du 28 novembre, vous êtes arrivé aujourd'hui. Le Canada va dire que c'est comme si vous aviez vendu tous vos biens le 27 novembre et vous fait l'acquisition le 28 novembre. Donc toutes les valorisations de vos biens vont être à retenir pour tout ce qui va être fiscalité canadienne au moment, on va dire que c'est comme si vous aviez fait l'acquisition le jour et en valeur du 28 novembre. Donc extrêmement important. Vous avez un bien, peu importe, un bien en France qui valait 1000, qui maintenant, enfin, qui valait 100 000, qui maintenant vaut 150 000 au 28 novembre, vous devez dire, et vous devez être capable d'avoir la valorisation, c'est en dollars canadiens au 28 novembre, on doit être à 1,46 en taux de change, grosso modo aujourd'hui. Donc vous prenez le taux de change du jour et vous appliquez à toutes les valorisations d'actifs pour être capable de savoir, après, si vous avez une plus-value, ben, on prendra ça comme valeur d'acquisition. Donc, important, documenté, très important. Là, je vous le dis parce que 10 ans après, retrouver des informations sur ces comptes titres, parce que ça fonctionne surtout comme ça. Donc, si on a des actions, c'est pareil. Donc, alors des actions, si c'est des actions cotées, on arrive à trouver l'information assez facilement. Si c'est des actions non cotées, ça peut être beaucoup plus complexe. Donc, surtout avant de partir ou au moment de partir, posez-vous la question. Au décès, on va voir après imposition des plus-values latentes, c'est-à-dire pareil, cette disposition présumée existe au moment du décès, c'est-à-dire que c'est comme si vous cédiez vos... Donc il n'y a pas de droit successoraux en tant que tel, mais toutes vos plus-values latentes vont être imposées. Au moment où vous décédez, c'est comme si vous aviez cédé tous vos biens à la valeur du jour de votre décès. Donc c'est important de le voir. Et certains biens sont exonérés comme habitation principale. Enfin, après, il y a quelques petits biens qui sont comme ça, qui peuvent être exonérés. Important, nécessité de déclarer son patrimoine en dehors du Canada. Parce que quand vous êtes résident fiscal canadien, vous avez un formulaire qui s'appelle la T1135. Le T1135 qui est à remplir chaque année, pas l'année de votre arrivée, mais à partir de la suivante, où vous devez déclarer si vous avez plus de 100 000 $ de biens, et à partir de 250 000 $, vous devez le déclarer bien par bien. Donc, logiquement, ben, vous allez mettre, ben, j'ai une assurance vie à temps, j'ai un appartement à temps, et toutes les valorisations que vous allez mettre, c'est la valeur de base fiscale, c'est celle au jour de votre arrivée, au 28 novembre. Et pourquoi pas la première année? Parce qu'on vous dit que la première année, c'est expressément prévu par les textes, vous n'êtes pas obligé de le faire la première année. Donc, et souvent parce que la première année est une année de trop, comme par exemple si vous arrivez le 28 novembre, on ne va pas vous forcer à le faire déjà dès la déclaration d'avril, puisque vous faites une déclaration pour le novembre et décembre. Donc pour laisser le temps, ils veulent au moins que vous ayez une année pleine. En gros, c'est souvent votre première année pleine. C'est ce qui est, là, je fais un zoom très important. Depuis 2018, il y a un échange automatique de données. C'est extrêmement important. Pourquoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Agence Revenu Canada est au courant et on va lui envoyer automatiquement, si vous êtes résident fiscal français, canadien, et que vous avez des comptes en France, que ce soit des comptes ou des assurances vie, on va envoyer automatiquement, sans même de demande, au Canada, lui dire, ben voilà, monsieur Carcon, il a une assurance vie de 100 000. Donc si je ne l'ai pas déclaré dans ma T1135, je risque déjà une amende pour non-déclaration, je crois que c'est 25 $ par jour avec un plafond à 100 jours, mais en plus des redressements parce que je n'aurais pas fait ma déclaration, donc ils vont me demander, et ce qui est quand même pas très bien au niveau d'un dossier, je serais si un jour vous voulez devenir citoyen à la résidence permanente, avoir un dossier où on est mal à l'aise au niveau fiscalité, et même pour vous surtout, c'est de devoir sortir de l'argent qui était imprévu parce que non anticipé. Alors, hop, comme ça. Donc, je vous en prie. Est-ce que ça a l'avantage, comme en France, d'avoir une déclaration pré-remplie, puisqu'ils ont accès à toutes les informations? Pour tous, toutes non, parce que le temps que ça leur... Pour l'instant, c'est pas du tout intégré. Et il faut bien comprendre que, on va y revenir après, la façon de déclarer en France, vous allez déclarer façon française en euros. Au Canada, vous allez déclarer façon canadienne en dollars canadiens. Donc de toute façon, un IFU français, donc l'imprimé qu'on vous remet pour des revenus d'intérêt, ce que vous remettent les banques, vous le donnez ici, ils ne peuvent pas l'exploiter. Parce que ce ne seront même pas ni les mêmes revenus, puisque vous pouvez avoir fait une plus-value en euros qui va devenir une moins-value en dollars canadiens. En plus, votre valeur de départ ne sera pas la même, puisque comme je vous l'ai dit, c'est votre date d'entrée, alors que la banque, ça va être la valeur historique. Donc ça devient compliqué. Donc la seule chose qu'ils vont vous dire, c'est vous n'avez pas déclaré, donc ils vont vous faire une demande
Et est-ce que vous êtes bien sûr que vous n'allez pas oublier quelque chose? Parce que si vous leur dites non, non, il n'y a rien, ils vont demander de justifier, surtout que maintenant ils vont avoir les documents. Donc ça c'est nouveau et c'est vraiment important. Profiter de sa présence au Canada, même temporaire, pour optimiser, c'est important. Pensez que, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi je vais rester 4-5 ans au Canada, ou pour une durée indéterminée, donc je ne prends rien au Canada et je conserve tout en France. Il peut y avoir intérêt à garder certains produits en France, ça demande une analyse cas par cas, mais il y a des produits, il y a un réel intérêt à investir au Canada, même si on est ici temporairement ou définitivement. Déjà, bon, si vous avez des biens en Europe et que vous en ayez ici, et vous avez une diversification en devises et géographique, ça paraît assez évident, mais c'est important. On voit l'Europe politiquement, il peut de temps en temps avoir des soucis, des agitations qu'il n'y a pas forcément ici. Et puis, en plus, quand vous vivez quelque part, c'est pas idiot de se dire que vous avez une partie de votre patrimoine qui est à l'endroit où vous vivez. Je trouve que c'est pas dans une optique de protection et d'une optique de bonne gestion. Certains candidats aux dernières élections présidentielles en France ont dit qu'ils rétabliraient le contrôle d'échange. On voit bien le problème, si notre argent est coincé en Europe, ça ne nous aide pas particulièrement quand on est sur le sol canadien. Hein. Faut être, voilà. Donc pour les revenus mobiliers, il y a du travail à faire sur toutes les plus-values latentes, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est vraiment important, parce qu'au moment où vous allez vendre ici, comme je vous ai dit, vous allez donc acquérir une virginité fiscale, tous les titres vont revenir à zéro, donc ça peut être intéressant de faire des allers-retours ou vendre ou réorganiser son patrimoine titre à ce moment-là, puisque si vous revenez en France plus tard, au moins vous aurez purgé les plus-values au Canada, et maintenant imaginez que vous ayez acheté des titres 100 qui valent 1000 au moment de votre arrivée, vous les vendez à 1000, 1010 un instant de raison après, donc vous allez payer ici des plus-values 110, vous les rachetez à 1010, et quand vous retournez en France, votre prix d'acquisition sera 1010, ne sera pas 100. Vous aurez purgé vos plus-values. Donc il y a des petites choses comme ça à penser. Donc il faut se poser des questions, se dire attention, j'ai un portefeuille titre, j'ai peut-être des opérations à faire avant de partir, parce qu'il y a des petites taxes françaises qui existent, mais là je ne vais pas aller dessus, et se poser la question, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à faire? Des instruments, pourquoi instruments canadiens? Ce que je vous disais, c'est que ici, si vous placez votre argent chez Desjardins vous fournira en début d'année une T5, qui est le formulaire qui permet une T3 pour ceux qui ont plus de change même avec les fiducies. Mais ça permettra comme ça de savoir ce que vous allez déclarer. Si vous êtes obligé, si vous avez un portefeuille titre en France, vous êtes obligé, vous, de calculer qu'est-ce qui est intérêt, qu'est-ce qui est dividende, qu'est-ce qui est plus-value, en calculant le dollar canadien, ligne par ligne et opération par opération, ça vous demande du temps. Donc soit vous prenez quelqu'un, vous allez payer pour faire ça et ça coûte cher, soit vous allez le faire vous-même, et je pense, sauf si c'est votre hobby, c'est vraiment pas particulièrement amusant. Là, si vous prenez des produits canadiens, au moins, le vice canadien ne vous posera pas de problème, puisqu'il aura sa T5 et c'est la banque qui est responsable de sa production. Donc s'ils ont des questions à poser, ils le demanderont à la banque, à l'établissement bancaire, mais certainement pas à vous. Des produits, il y a des produits défiscalisés au Canada, le REER, le CELI, ça effectivement, je pense qu'on vous en parlera mieux que moi. La seule chose, c'est que même, moi j'attire votre attention, même si vous êtes résident temporaire, si vous restez au Canada, c'est utile, mais même si vous ne savez pas si vous restez, c'est utile aussi. Il faut bien comprendre, c'est pour ça. Donc, après, je ne peux pas toujours rentrer trop dans le détail, mais vraiment c'est vrai qu'il est important, souscrire un REER, même si on reste pour 5 ans ou 10 ans au Canada et on retourne en France, ça peut être très intéressant. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un un REER, c'est un régime d'épargne enregistré pour la retraite, ce qui veut dire que vous mettez une partie de votre argent au niveau sur ce support qui est bloqué, sauf achat d'une première résidence et qui est bloqué jusqu'à votre retraite. Quand vous mettez de l'argent dedans, il est défiscalisé, ce qui veut dire que si vous mettez 10 000, alors il y a des plafonds, hein, mais si vous mettez 10 000 pièces dedans, c'est comme si vous n'aviez pas gagné ces 10 000 pièces. Donc ça se retire des revenus imposables. Par contre, au moment où vous le sortez, ça retourne dans vos revenus imposables. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un outil qui est fait pour pouvoir, quand vous gagnez beaucoup d'argent et que vous êtes très imposé, pouvoir mettre de l'argent de côté dans ce REER et de sortir à votre retraite où a priori vous aurez moins de revenus avec cet avantage fiscal. Je ne me suis pas trompé au niveau du... Juste, Vas-y, voilà. n'est pas bloqué.
Oui. On parle de retraite, mais ça ne sert pas qu'à la retraite. C'est d'abord un outil d'optimisation fiscale. Parce que vous cotisez à votre RR, va venir en déduction de votre revenu imposable. Comme vous êtes prélevé à la source, on va vous rendre la contre-perçue. Et après, si vous rentrez en France, il y a des accords France-Québec qui vous permettent de sortir autrement, moyennant un impôt forfaitaire. Mais si vous gagnez environ plus de 50 000 $, vous êtes taxé à 37% sur la tranche la plus haute. Si vous revenez en France, la taxation maximum sera de 26%. Donc vous êtes, quoi qu'il arrive, gagnant à faire du voyage. Donc voilà, vous voyez, on est sur, le même, sur la même longueur d'onde. Voilà, et donc c'est pas pénalisant en cas de retour en France. Donc voilà, tu m'as devancé et c'est très bien. Donc, réorganiser son patrimoine, il faut voir aussi que quand on est avec des enfants, ici, quand on fait une donation, comme tout ce qui sort de notre patrimoine, la logique est la même. Ça sort du patrimoine, donc il y a une disposition présumée en cas de donation, donc vous payez vos plus-values latentes et après vous le donnez. Il n'y a pas de droit de donation, il n'y a pas ce qu'on appelle les droits de mutation à titre gratuit en France. Ça n'existe pas, sous réserve bien sûr que vos héritiers soient aussi au Canada. Beaucoup plus complexe quand c'est interpays, mais il faut se poser la question en tout cas, c'est important de se poser la question à ce moment-là de réorganisation. L'assurance vie, ce qu'on appelle une assurance vie ici, je préfère le dire, c'est donc ce qu'on appelle une assurance décès en France, donc c'est un petit peu mélangeant, mais c'est comme ça. Donc l'assurance vie, qui est donc une assurance qu'on paye, alors, il y a une multiplicité, hein, donc je vous donne juste le principe. Donc l'assurance, c'est simplement on paye une prime et en cas de décès, on a un capital. Donc si on n'est pas décédé pendant la période donnée, eh ben, on a perdu la prime qu'on a versée. Par contre, on a un capital beaucoup plus gros par rapport à ce qu'on a versé si jamais le risque se réalise, c'est-à-dire le décès. Ça, c'est le principe de cette assurance vie. Sauf qu'ici, l'assurance vie, qui s'appelle assurance décès en France, peut être viagère. On peut la souscrire, alors qu'en France, après 75 ans, vous ne trouvez plus aucun assureur qui accepte de vous assurer. Donc c'est un vrai outil patrimonial, puisque vous avez souscrit, vous pouvez dire, on cotise pendant 20 ans, plus cher que d'habitude, mais après, votre assurance, vous êtes couvert de manière viagère. Ça a deux intérêts. La première, c'est que patrimonialement, vous savez que vos héritiers auront le droit à ces sommes. Donc si vous êtes assuré pour 100 000 $, ben, vous savez que les héritiers qui sont nommément nommés seront faits. En France, c'est pareil, ça bénéficie, c'est considéré comme un mélange d'assurance vie et assurance décès en France. Je ne vous expliquerai pas, c'est une usine à gaz au niveau de l'impôt, mais c'est quand même plus favorable que des sommes. La partie qui est considérée comme assurance décès est très peu imposée, selon des tables de mortalité, et la partie qui pourrait être considérée comme de l'assurance vie française bénéficie des mêmes avantages que l'assurance vie française. Donc il y a vraiment un intérêt à se dire, et ça, ce produit n'existe pas, puisque le Trésor en France l'aurait interdit, il ne peut pas interdire au Canada, et les assureurs canadiens ne vont pas autoriser quelqu'un qui est en France, qui n'a aucun lien avec le Canada, à souscrire, et du moment où vous êtes résident ici, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas vous accorder une assurance vie canadienne, donc je le répète, qui s'appelle une assurance décès en France, voilà, puisque c'est le problème, c'est un faux ami. Voilà. Attention, important, après 60 mois de présence, donc ça c'est important, il y a disposition présumée de vos biens. Donc si vous êtes resté 60 mois résident fiscal canadien, quand vous partez, vous avez une espèce d'exit tax. Comme si vous décédiez, vous êtes fiscalisé sur vos plus-values latentes, vous êtes obligé de déclarer. Donc ça c'est très important, il faut se poser la question, il faut le rentrer dans son... Parce que des personnes se disent, voilà, ça peut être important, se disent je travaille jusqu'à ma retraite. C'est pas une problématique du moment où c'est anticipé, mais il faut l'anticiper. Donc maintenant, on va parler, là j'ai fait vraiment un focus au niveau général sur les produits. Juste pour répondre à votre question, quand vous me parliez des produits, quand vous avez encore des produits en France, faites attention, les produits défiscalisés en France ne sont pas défiscalisés au Canada. C'est extrêmement important. Le livret A, le PEA, l'assurance vie ne sont pas défiscalisés au Canada. Donc faites très attention à ça. Surtout avec l'échange automatique de données, les personnes vont être au courant que vous avez des intérêts versés au niveau de votre assurance vie, des dividendes versés dans le cadre de votre PEA, des intérêts versés dans le cadre de votre assurance vie, dans le cadre de votre livret A. Donc il faut déclarer ici les revenus selon certaines spécificités, puisque ces produits ne sont pas exonérés au Canada.
Et la difficulté, ce qu'on essaye de lever au jour d'aujourd'hui, on a encore parlé avec je ne sais pas si vous savez, mais au niveau organisationnel, tout ce qui est fiscalité nord-américaine est géré par un consulat, enfin par une personne qui est basée en France, qui est basée à Washington, pour toute l'Amérique du Nord. Donc on essaye de lui demander juste, Agence Revenu Canada, prenne position, non pas un traitement de faveur, mais juste qu'ils nous disent aujourd'hui, l'assurance vie, le démembrement de propriété, comment c'est traité au Canada, parce que selon votre interlocuteur, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs réponses. Et il n'y a pas c'est pas gravé dans le marbre, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence. Donc, enfin, pour autant, voilà. Donc c'est un petit peu, ça peut être compliqué. Donc on sait, voilà, on sait qu'il y a des. Après, on a des moyens, on a des choses, mais on a des préconisations, mais ces préconisations sont toujours. Du moment où vous payez votre impôt et que vous prenez toujours la même logique, généralement, les personnes de l'Agence Revenu Canada ne sont pas butées, on va dire. Ce n'est pas leur problématique. Ce qui pose leur problématique, c'est que vous changez de règle quand ça vous arrange. Ça, c'est certain qu'ils ne vont pas l'apprécier. Mais bon, c'est un petit peu logique. Voilà, donc ça, je vous rappelle effectivement que la position. Donc, si vous possédez un bien immobilier en France avec votre conjoint ou conjointe, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, vous allez donc devoir faire, on va considérer que chacun a 50% du bien, c'est à 50-50, donc chacun va devoir faire la déclaration de la moitié des revenus fonciers. Bien comprendre, donc il n'y a pas de notion de foyer fiscal. Je préfère répéter parce que ça peut, au niveau formalité, ça peut être important. Donc là, je vais vous rappeler un petit peu la fiscalité. Maintenant, je vais zoomer sur tout ce qui est immobilier. Donc, je vais vous rappeler un petit peu comment ça se passe au niveau de la fiscalité, des principes d'imposition au Canada. Donc, on détermine le revenu net en dollars canadiens. Ça paraît un peu, c'est important. Il faut bien comprendre que les charges qui sont déductibles ou non ne sont pas les mêmes qu'en France. Il faut faire attention, les questions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est pas parce qu'on va vous dire des remises en état, vous achetez un logement ancien, que vous remettez en état pour le louer, ça va être considéré comme du capital. Donc ça va augmenter la valeur de votre bien, mais ça ne sera pas déductible à l'impôt sur le revenu au Canada. En France, ça pourra l'être. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser les questions. On ne va pas, donc il faut bien comprendre qu'au Canada, on va déclarer des revenus fonciers, quelle que soit leur source, que ce soit un bien au Canada ou en France, façon canadienne, en dollars canadiens. Vous pouvez pratiquer un amortissement, ça c'est très intéressant. Donc ce qui veut dire que quand vous achetez un bien, on considère que vous avez une partie qui est du terrain non amortissable, une partie qui est le bien. Donc imaginons que vous achetez un bien 250 000, on va dire que le terrain vaut 50 000, le bien vaut 200 000. Quand vous achetez de façon sur le rôle d'évaluation, c'est bien distingué, donc il n'y a pas de problème avec ça, on a même un papier donc, qui l'atteste. Et sur ces 200 000, vous pourrez pratiquer chaque année un amortissement de 4%, qui va venir en moins de vos revenus locatifs. Donc dans mon exemple, ça fera 4% de 200 000, ce qui fait 8 000 si je ne me trompe pas, qui seront donc déduits. Donc si vous aviez 10 000 de revenus locatifs, vous n'allez plus déclarer que 2 000, puisque ces 8 000 vont être donnés par l'amortissement. Si on achète au Canada. Pareil en France. Pareil, quand vous déclarez au Canada, vous appliquez les principes canadiens, enfin québécois pour le coup, du fait de là, je me cantonne au Québec puisqu'il y a une autonomie, mais même si les principes sont les mêmes, on va rester sur le Québec. Donc même si vous avez votre bien en France, vous avez le droit, vous devez déterminer votre revenu net en dollars canadiens, vous n'avez pas le droit de faire des déductions sous prétexte que vous avez fait en France, que c'était considéré comme des dépenses, des charges. Si c'est du capital ici, il faut que vous la mettiez en charge. Mais par contre, vous pouvez pratiquer cet amortissement. Seule difficulté en France, c'est que vous n'allez pas avoir un distinguo entre quand vous achetez un bien à Paris, ils ne vont jamais vous dire le terrain est autant parce qu'on n'en sait rien. À Paris, c'est une vraie difficulté quand les sociétés achètent aujourd'hui parce qu'elles ont le même problème, un terrain n'est pas amortissable. Le Conseil d'État a dit que c'était entre 40 et 50% de la valeur du bien, mais un terrain à Paris n'a pas de prix, un terrain constructible à Paris n'a pas de prix, il n'y en a plus. Il n'y a pas de marché derrière. 40%, normalement, c'est un chiffre qui est. Mais voilà, donc en tout cas, quand on ne sait pas, c'est ça. Donc, imposition, comment vous allez être imposé? Là, c'est si vous êtes non résident. Donc, quand vous allez posséder un bien au Canada, mais que vous êtes résident fiscal français. Là, ils vont vous dire, nous, on n'a pas confiance, on veut être sûr que vous nous payez bien vos impôts. Donc, ils vont prendre 25% sur les revenus bruts. Pas nets, mais bruts, j'insiste.
Vous avez un moyen, et vous pouvez faire une régularisation. Donc vous faites votre déclaration d'impôt. Soit si elle n'est pas obligatoire si c'est l'Agence Revenu Canada qui vous doit de l'argent. Mais bon, je ne peux pas vous conseiller de ne pas le faire. Et si bien sûr vous devez de l'argent en plus de ces 25% bruts à verser qui ont été retenus, là vous devez faire votre déclaration. Il y a un moyen de prendre l'engagement et d'être taxé comme un Canadien, c'est-à-dire pas sur ces 25% bruts. Donc il faut remplir un formulaire en début d'année et être en lien avec l'administration et respecter d'autres obligations et quelques formalités pour vous permettre de pouvoir faire comme un Canadien, ça veut dire de gagner vos revenus, de les déclarer l'année N+1 avant le 30 avril ou le 30 juin si vous êtes travailleur autonome. Donc ça, vous avez vu, en France, l'assiette. Donc maintenant, pareil, en France, vous avez des frais qui sont déductibles forfaitairement. Au Canada, si vous envoyez des courriers en AR, vous pouvez les déduire. Vous pouvez dire, j'ai envoyé 5 courriers commandés à mon locataire, vous allez pouvoir les déduire. En France, c'est compris dans le forfait de 20 €. Il faut bien comprendre que comme c'est forfaitaire, par définition, c'est si vous n'avez rien dépensé, ben vous avez quand même le droit de déduire ces 20 €. C'est par appartement. Si c'est plus que 20 €, eh ben vous ne pouvez pas les déduire. Donc là, je mets surtout en lien les différences qui existent entre les modalités d'imposition entre la France et le Québec, donc qui doivent être retraitées. Quand vous avez un bien de part et d'autre, enfin, quand vous êtes d'un côté et que le bien est de l'autre, quoi qu'il arrive, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que votre bien est en France que vous allez prendre des règles françaises, vous allez le faire que pour l'imposition en France. Donc il doit avoir, on s'entend, dans 80% ou 90% des charges, c'est déductible de la même façon. Mais au Canada, l'administration canadienne admet que vous déduisiez un billet aller-retour d'avion pour aller voir votre bien. Je vous défie de proposer ça en France, et de le rendre déductible. Donc vous pouvez essayer, moi en tout cas je ne le tenterai pas. Mais après, vous pouvez... voilà. Donc en France, l'imposition, quand vous êtes non-résident, c'est-à-dire quand vous êtes résident canadien, vous faites une déclaration sur un foyer spécial. Donc la 2040, alors ça peut être la 2044 pour les revenus fonciers traditionnels, 2042 si c'est une location en meublé, 2042C pour être exact, et 2047 pour avoir le droit à des crédits d'impôt. Je vais revenir sur la notion de crédit d'impôt après. Donc là, effectivement, on vient par la notion de foyer fiscal, mais ça peut faire, c'est généralement au moins 2 déclarations à faire, et la 2047 n'est pas du tout une déclaration simple à aller. Donc, comment on est imposé en France? Quand vous avez un bien au Canada et que vous êtes résident fiscal français, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'abord imposé au Canada, comme je vous ai expliqué, et après en France, vous allez être imposé. Donc vous refaites votre déclaration, vous êtes imposé en France, et la France va donc augmenter votre impôt, mais va vous donner un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, je vais vous l'expliquer, qui s'appelle un crédit d'impôt généralisé et qui est compliqué. Donc j'essaie de vous le simplifier. Par contre, l'inverse. Maintenant, vous êtes résident fiscal canadien et vous avez un bien en France. Comment ça se passe? Alors là, je suis revenu, je ne sais pas si ça vous intéresse, les taux d'imposition, vous les connaissez tous au niveau France et Canada. Je vais revenir, voilà. En tout cas, c'est un taux combiné, puisque vous avez un taux qui est Québec et un taux fédéral. Donc voilà, donc vous avez en dessous de 43 000, donc je vous ai mis en euros et en dollars canadiens, vous voyez. Donc ça veut dire, si vous n'êtes pas résident fiscal canadien, vous n'avez aucune exonération. Donc dès le premier dollar de gain net, vous êtes imposable. Par contre, vous avez une exonération qui doit être à 12 000 et des si vous êtes résident fiscal, mais vous avez peut-être d'autres revenus. Donc c'est progressif et vous pouvez monter jusqu'à 53,31% en imposition cumulée. Oui. Jean-Pierre, tu peux permettre de vous expliquer par rapport au réel? Quand vous faites une cotisation réelle, en fonction de votre tranche de revenus, le retour d'impôt est calculé sur la tranche la plus haute. Donc si vous faites par exemple entre 100 000 $, vous faites une cotisation réelle de 10 000 $, on va vous rembourser théoriquement 4 700 $. Puisque ça va se déduire de votre revenu imposable. Comme vous êtes prélevé à la source, on vous rembourse l'impôt trop perçu sur ce que vous avez versé dans votre réel. Vous voyez l'intérêt de faire du réel. Et vous voyez, lorsque vous allez en France, vous avez un impôt forfaitaire de 25%, vous voyez, à partir de 43 000, le pire des cas, c'est une opération blanche. Non, mais il n'y a aucun problème. Donc ça,
je vous ai mis pour mémoire aussi français. Donc vous voyez en taux cumulé, là, pour des contributions exceptionnelles, c'est-à-dire on peut quand même arriver jusqu'à 66,2%, parce que j'ai mis les cotisations sociales avec, puisque c'est techniquement pas de l'impôt sur le revenu, mais ça rapporte plus que l'impôt sur le revenu maintenant. Hein. Mais comme ça aussi imposé sur les revenus, vous voyez, donc on arrive quand même déjà très vite, on arrive à des taux supérieurs au taux marginal d'imposition canadien. Donc, et on peut monter beaucoup plus haut. Encore une fois, de toute façon, c'est très simple. Prélèvement obligatoire, d'après l'OCDE, au Canada, c'est 35%, en France, c'est 48%. Donc, les 13% de plus, il faut bien qu'ils soient quelque part. Il faut bien comprendre. Et la France, c'est beaucoup d'imagination en ce qui concerne l'impôt. Ce n'est pas forcément le pays qui est le plus fiscalisé pour un impôt, mais il y a de la fiscalité à peu près à tous les étages, on va dire. Donc, c'est un peu compliqué. Comment ça se passe? Donc, taxe applicable au résident fiscal français disposant d'un bien immobilier au Canada, c'est ce que je vous disais. Au Canada, on applique le barème déclaré. En France, crédit d'impôt généralisé. Crédit d'impôt généralisé, invention de l'administration fiscale française, ça veut dire que vous allez payer votre impôt au taux marginal d'imposition. Alors, pour information, le taux marginal, c'est le taux le plus haut que vous pouvez atteindre. Donc, quand vous êtes dans la tranche à 40%, tout nouveau revenu vous être imposé à 40%. Le taux moyen d'impôt, si vous prenez votre total de revenus en dénominateur, en numérateur, le nombre d'impôts que vous avez payé, vous avez un taux moyen. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans la tranche à 41% et gagne 100 000 euros, son taux marginal sera à 41%, mais son taux moyen, là dans mon exemple, sera à 27,5% puisqu'il va payer 27 500 euros. Ce qui signifie que quand il va déclarer son impôt, il va être taxé sur les revenus immobiliers façon française. Et peu importe qu'on paye ce crédit d'impôt, peu importe qu'on ait payé ou pas de l'impôt au Canada. C'est complètement séparé. Donc, si vous avez payé, donc dans mon exemple, la personne va donc déclarer dans la tranche à donc s'il a 10 000 euros de plus à 41%, ça va donc lui coûter 4 100 euros de plus, et aura un crédit d'impôt à hauteur de 2 750. Voilà. Donc finalement, il aura une imposition réelle à 13% et demi. Par contre, l'avantage, c'est comme le taux marginal d'imposition et le taux moyen d'imposition est exactement le même pour les cotisations sociales, puisque c'est un taux unique, ce mécanisme neutralise les cotisations sociales et vous avez une réponse ministérielle qui la confirme. Une, qui est bien, voilà, mais ça a été donc confirmé par l'administration, enfin, en tout cas, c'est dans le cadre, c'est pour que ça s'appliquait aux cotisations sociales. Vous avez des questions pour l'instant? Parce que je sais que c'est un petit peu complexe ce crédit d'impôt. Vous voulez peut-être que est-ce que ça a été clair ou pas? Il est compliqué, hein. Vraiment. Je répète, vous avez un taux marginal d'imposition, c'est le taux dans la tranche dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc tout nouveau revenu, si j'ai 100 000, ben je sais que pour chaque euro de plus, je vais être dans la tranche à 41%. Et le taux moyen, c'est combien je paye d'impôts par rapport au total. Et le crédit d'impôt est ainsi fait. On oublie complètement ce qui a été payé au Canada, la France ne veut même pas savoir. Comme ça lui évite d'avoir la justificatif et tout. Elle se dit uniquement, aujourd'hui, vous regardez, moi je vous donne, vous déclarez en plus, et moi je vous donne un crédit d'impôt à hauteur de votre taux moyen. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, ce qui évite d'envoyer des justificatifs, qui pour le coup, ça va être une bonne chose. Après, est-ce que c'est intéressant? Voilà. Donc, en France, quand vous êtes non-résident, il faut comprendre, donc vous êtes résident fiscal canadien, et vous avez un bien en France. En France, vous avez deux moyens d'être imposé. Soit vous dites, moi je vous donne tous mes revenus mondiaux, et vous êtes, avec ces revenus mondiaux, vous avez vous serez imposé au taux qui s'appliquerait si jamais vous avez été en France avec ces revenus. Soit vous demandez forfaitairement 20%. Normalement, à partir de l'année prochaine, ça va être 30% au-dessus de 27 519 euros. J'ai mis normalement, parce que comme la loi de finances n'est pas encore tout à fait votée et que ça a le temps de changer 25 fois d'ici là, je préfère prendre mes précautions puisque ça peut être compliqué. Voilà. Là, vous avez une réponse ministérielle qui date du 26 novembre
qui vient d'être publié donc, à l'Assemblée nationale, vous disant qu'effectivement, vous dressant les justificatifs qui sont acceptés si vous demandez une modification de votre taux a priori ou a posteriori. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'ils viennent de clarifier le point là, le 26 novembre, donc c'est quand même récent. Voilà. Cotisation sociale, du moment que vous avez un bien immobilier en France, vous êtes obligé de payer les cotisations sociales, et au Canada, comme ce n'est pas un pays membre de l'espace économique européen, vous devez payer les 17,2%. Il y a du contentieux en cours, mais a priori, pour l'instant, les contribuables ont l'air de perdre. Donc la France continue de taxer à 17,2% avec sa nouvelle mouture de. Ce qui n'empêcherait pas forcément de se poser la question de faire une demande à l'administration fiscale si jamais vous êtes dans ce cas de figure. Parce qu'au cas où il y aurait une jurisprudence favorable, si vous n'avez pas fait une demande à l'administration fiscale, vous n'avez pas interrompu la prescription. Donc toutes les années prescrites, vous ne pourrez plus revenir dessus. Donc le conseil, c'est de leur envoyer un courrier avec les montants, disant que vous contestez pour le principe, et après, généralement, ils ne vous répondent même pas, donc maintenant vous avez votre AR, et si jamais vous avez, ça remonte au Conseil d'État, et que le Conseil d'État tranche en disant non, non, vous n'avez pas, il y a une rupture d'égalité, enfin il y a beaucoup de choses qui pourraient permettre de le faire, vous ne devez pas payer ces 17,2%, ça serait dommage d'avoir des années prescrites et de ne pas avoir un retournement. Sachant logiquement, et on va y venir, donc au Canada, et c'est ça, au Canada, vous appliquez le barème, mais on vous offre un crédit d'impôt, et là par contre, en fonction de ce qui a été payé en France. Donc là, le cas de figure, c'est vous avez un bien en France, vous êtes résident fiscal canadien, vous avez fait votre déclaration en France, payé vos impôts en France là-dessus, vous êtes au Canada, vous avez le droit de déduire de vos revenus, de votre impôt canadien, d'un impôt que vous avez payé en France. Sachant qu'aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas pour tous mes clients, Agence Revenu Canada demande systématiquement maintenant un justificatif. Donc préparez-vous, voilà, pour en tout cas avoir le dossier. Par contre, si jamais vous avez payé plus d'impôts en France que vous vouliez en payer au Canada, le Canada ne rembourse pas la différence. On s'entend. Voilà. Par contre, donc ce qui voudrait dire que si jamais, imaginons que vous soyez dans la tranche à 53%, donc le taux maximum combiné Québec province, fédéral, et que vous soyez à 20% plus 17,2, ce qui fait 37,2, de toute façon, quand bien même vous ne deviez pas vous payer vos cotisations sociales, la différence, c'est un jeu à somme nulle avec le Canada, puisque le Canada, si vous deviez payer 53%, vous allez déduire 20%, et si jamais vous payez cotisation sociale, vous allez déduire 37%. Donc ça veut dire que finalement, vous allez payer à un pays quel qu'il soit. C'est juste un problème de répartition entre pays. C'est pour ça d'ailleurs que c'est là où le bas blesse, et que d'autres pays ne sont pas d'accord avec ce que fait la France, puisqu'ils leur enlèvent de la matière fiscale. Donc, mais voilà. Donc, mais nous, contester, est-ce que c'est aussi intéressant que ça, sachant que si vous contestez et que vous êtes un contribuable proactif, vous êtes censé dire à l'Agence Revenu Canada, je vous les reverse parce que j'ai trop déduit, puisque là, la France me la rembourse. J'ai une question. Ce que vous disiez, il y a une autre possibilité, c'est de déclarer l'ensemble de nos revenus mondiaux. Oui. La France. Oui. Si je suis déjà, parce qu'on arrive assez vite au Canada dans les 50%, est-ce que c'est pas plus avantageux parce que les tranches sont plus larges en France qu'au Canada? Alors, c'est 20, n'oubliez pas, le forfaitaire, sinon c'est 20%, et au-dessus de 27 000 de revenus français, 30%. C'est-à-dire que si vous avez un bien locatif qui vous rapporte 20 000 euros par an, imaginons, net, vous allez le déclarer, vous allez payer en France les 17,2% de cotisation sociale, et comme vous serez en dessous de ce seuil-là, vous allez payer 20%. Si vous leur dites aujourd'hui, voilà tous mes revenus mondiaux, ils vont regarder à quel barème vous seriez, et je suis pas. Est-ce que vous êtes plus ou moins de 20%? Quand vous commencez à être des gros salaires, 20% est quand même intéressant. Après, ça dépend de votre disposition familiale, puisqu'en France, on revient à la notion de foyer familial. Donc, s'il y en a un qui travaille sur les deux, ça peut être intéressant, par exemple. Mais c'est une question de calcul. Je ne peux pas vous répondre a priori comme ça. Il faut vraiment faire les deux calculs et voir ce qui est le plus intéressant. Mais quand les deux travaillent et on s'aperçoit qu'ils sont dans des tranches, vous voyez, à partir de 100 000 euros, on est déjà à un taux moyen de 27,5% par personne. Donc ça veut dire si les deux commencent à gagner des revenus, il faut bien comprendre que tous les revenus de la langue mobilière, enfin, ce genre de choses qui vont entrer dedans, parce que c'est l'intégralité de vos revenus mondiaux que vous devez déclarer en France.
Donc, souvent, c'est compliqué. Et encore une fois, quel intérêt? Puisque même si vous payez que 15% à la place de 20, vous n'aurez le droit de déduire au Canada que 15% à la place de 20. Donc vous travaillez très bien pour l'État canadien, mais pour vous, ça ne coûtera pas un sou de moins à payer, puisque vous allez payer 53,3% au Québec, en admettant que la base imposable soit la même. Et si vous payez 30% en France, ben vous allez donc payer les 23,3% qui restent au Québec et au Canada. Si vous payez 20% en France, ben vous allez payer 33% qui restent au Canada. Puisque au final, le Canada dit, moi vous me payez, vous réglez chez moi, vous avez le droit de déduire l'impôt que vous avez payé à l'étranger. C'est ce que je fais à l'heure actuelle. Tout à fait. Dans ce cas-là. Mais si vous faites au taux moyen, de toute façon, pareil, vous devez aussi le déclarer au Canada. Donc si vous payez moins d'impôts en France, ça ne changera pas le montant. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas forcément très intéressant de passer du temps là-dessus. Généralement, le montant forfaitaire. Mais ça, c'est une nouveauté de cette année, c'est donc de passer 30%. Mais la France essaye en ce moment s'est aperçue qu'elle avait beaucoup plus de non-résidents qu'elle ne le pensait et qu'il y avait beaucoup de matières fiscales qui pouvaient l'intéresser. Mais bon, c'est pas, ça aura ses limites, puisqu'elle ne peut pas augmenter comme ça et priver de matière fiscale tous les autres pays sous prétexte qu'elle augmente son imposition. Alors, maintenant, on va passer donc aux plus-values, donc le gain en capital. Voilà. Plus-value, notion française, gain en capital, mais ça recouvre exactement la même chose. Comment on va déterminer la plus-value en dollars canadiens? Donc là, pour l'instant, comment ça se passe au Canada pour un bien immobilier au Canada? Donc, on prend le prix de vente, moins ce qu'on appelle le prix de base réajusté. Le prix de base réajusté, c'est quoi? C'est la valeur à laquelle vous avez acheté votre bien, auquel on va rajouter des travaux, ceux qu'on n'a pas pu prendre en déduction, les chiffres qui ne sont pas passés en charge, ils vont augmenter. Mais par contre, il faut neutraliser les amortissements. Ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, imaginons que vous aviez un bien qui vaut 1000, vous avez fait pratiquer un amortissement de 100, vous le vendez 1500. Là, pour calculer mon gain en capital, je ne vais pas prendre la base 900, je vais prendre la base 1000. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas intéressant du tout. Au contraire, pourquoi? Parce que ce gain en capital, vous avez le droit ici de faire un abattement à 50%. Donc, dans mon exemple, les 500 de plus-value, vous n'aurez qu'à déclarer que 250 à l'administration fiscale canadienne. Et après, vous rajoutez les amortissements pratiqués. Eux ne bénéficient pas de cet abattement de 50%. Donc, c'est très important quand vous faites vos déductions, sachant que les amortissements ne sont pas obligatoires au Canada, de se poser la question, est-ce que je dois réellement amortir ou pas? Ça dépend de votre degré d'imposition, ça peut dépendre. Si vous avez un moment où vous avez peu de revenus, ça peut être intéressant de se dire, je ne pratique pas l'amortissement, parce que vous avez des revenus plus faibles cette année-là, parce que finalement, il vaut mieux après avoir un abattement de 50%, et quand vous vendez votre bien immobilier, vous risquez de monter vite les tranches. C'est clair ou pas? Voilà, donc c'est pour ça que l'amortissement est une arme à double tranchant, il faut juste y penser avant de le pratiquer. Parce que... Une question, je vous en prie. Ça marche aussi pour la résidence principale ou pour, Non, la résidence principale, on va voir le cas après. Donc je vais le traiter après, la résidence principale, j'en fais un petit zoom justement exprès, puisque là on a une fiscalité privilégiée. Donc, puis après, une fois que vous avez donc déclaré, donc prix de vente moins ce prix de base, l'abattement de 50%, donc mon exemple 250, mais sans amortissement 350, vous le déclarez autocombiné. Et que ça se rajoute à vos revenus. Voilà comment ça se passe au Canada. En France, vous avez le prix de vente moins le prix d'achat. Vous avez possibilité soit de rajouter des frais de travaux que vous avez fait au réel, soit des montants forfaitaires. Donc 7% et demi de frais d'acquisition et continuant comme ça continue, bientôt il va falloir passer au réel plutôt qu'au forfaitaire, puisqu'on va aller, la taxe de bienvenue française va passer au-delà des 7,5. À partir de 50 détentions, vous pouvez dire forfaitairement, on estime que les travaux sont mon bien il valait 1 million, ben je dis que les travaux c'est forfaitairement 150. Vous n'avez besoin d'aucun justificatif, il suffit d'avoir 50 détentions. Après, vous avez, à partir de la 6e année, des abattements pour durée de détention,
qui sont des pourcentages. Je ne vous ai pas mis de tableau parce que je trouve infernal, qui est différent pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. En gros, au bout de 22 ans, vous êtes totalement exonéré au niveau de l'impôt sur le revenu, et au bout de 30 ans, totalement exonéré au niveau des prélèvements sociaux, sachant que ça accélère à la fin, la déduction. Donc voilà, donc si vous avez, dans mon exemple, ça, si vous avez un bien à 1,5 million, que vous abordez 1,5 million, il y a 500 000 de plus-value, là vous pourrez enlever sur le 1 million 75 000 pour l'acquisition, 150 000 pour les travaux, si vous l'avez par exemple depuis plus de 5 ans. Donc ce qui va faire que vous allez pouvoir rajouter à votre prix d'acquisition ces 225 000, et donc vous n'aurez plus que 275 000 euros de plus-value à déclarer. Et là, vous pourrez faire des abattements pour durée des détention. Donc si vous êtes à hauteur de 10%, ça sera 10%, mais surtout, attention, les déductions pour année ne sont pas les mêmes au niveau impôt sur le revenu que prélèvements sociaux. C'est une source de complexité et d'erreur. Après, vous êtes imposé au taux de 19%, majoré des 17,2%, soit 36,2%. Je vous ramène ça versus ce qui se passe au Canada. Au Canada, le taux marginal est à 53,3%, ce qui veut dire que si je mets le problème des amortissements, comme le gain en capital, vous avez un abattement de 50%, ce qui veut dire que dans les faits, vous ne pouvez pas être taxé plus de 26,5%. J'ai fait un petit arrondi, mais 26-27%. Voilà. Donc versus c'est 36,2%, mais par contre, là, il y a des abattements pour durée de détention qui n'existent pas au Canada. Donc, comment ça se passe maintenant quand vous avez un résident fiscal canadien qui dispose d'un bien immobilier en France? La question, tout simplement, on détermine le bien, on est imposé en France, classiquement, et au Canada, on détermine l'impôt et on a le droit de déduire l'impôt français. C'est toujours le même principe. Là, c'est très simple. Et pareil du côté français pour le coup, ça veut dire que si vous êtes résident fiscal français, vous vendez un bien au Canada, vous faites votre déclaration au Canada classiquement, et vous avez le droit de déduire en France ce que vous avez payé au Canada, mais aucun des deux pays ne rembourse en cas d'accident, toujours la même chose. Ça, il n'y a absolument aucune possibilité. J'aurais juste un truc à apporter par rapport à ça. Oui. Le piège, c'est comment ils déterminent la valeur du bien. Est-ce qu'il faut donner une visibilité de la valeur du bien au moment où on est arrivé au Canada? Alors, c'est souvent là que les Français sont en droit. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on arrive. On a une virginité fiscale, c'est très bien, mais il faut documenter son arrivée et dire voilà, aujourd'hui j'arrive avec des titres qui ont telle valeur, un bien qui a telle valeur, un avis d'un agent immobilier, parce que souvent on vend son habitation principale, donc l'agent sera content, enfin, donc ça ne dérangera pas de faire un avis de valeur au moins pour les autres biens qu'on pourrait conserver en France, ou le notaire, demander un papier officiel, ou voilà, plus on en a, mieux c'est. Et plus c'est officiel, mieux c'est. Je ne peux pas vous dire l'inverse, mais après, c'est pas forcément, ça peut avoir un coût. Donc au moins se documenter sur Internet. Maintenant, en plus, vous avez les bases où on a toutes les valeurs réelles de vente qui sont faites avec des adresses, des biens similaires. L'administration fiscale française a mis toutes les ventes des 5 dernières années en ligne. Donc on peut avoir des comparatifs, mais documentés. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est compliqué, c'est pénible au moment où on arrive, mais 10 ans plus tard, c'est juste impossible. Très compliqué. Donc ça fait partie, voilà. En cas de décès, comment ça se passe? Au Canada, disposition présumée, donc vous payez vos plus-values en capital. En France, vous avez les fameux droits de mutation à titre gratuit, sur laquelle vous pouvez, la Convention le dit exprès, vous pouvez imputer des impôts payés au Canada. Si vous êtes résident fiscal français, vous avez un bien immobilier au Canada, vous allez payer au moment du décès, vous allez déclarer votre bien en capital au Canada, et en France, les héritiers paieront les droits successoraux, mais pourront imputer ce qui a déjà été payé au Canada. Et généralement, c'est souvent plus élevé, surtout qu'on voit en ligne directe en France, on est maintenant, le taux maximum d'imposition en ligne directe, c'est 45%. Et du stock. Parce que n'oubliez pas qu'au Canada, on est imposé sur une plus-value. En France, on est imposé sur du stock. Donc dans mon exemple, le 1,5 million par rapport à 1 million, on sera imposé ici sur 500 000. En France, les droits successoraux, c'est sur le 1,5 million. Donc c'est lourd, ça peut être très lourd. Donc il faut, et là je vous refais un petit ce que je vous ai dit, mais là je ne vais pas rentrer sur ce qui va être dit d'ici dans la prochaine conférence en 2 semaines. Pensez aussi à revoir complètement, si vous restez ici et que vous avez des héritiers en France, il faut se poser des questions au niveau testamentaire, au niveau projection. C'est vraiment important parce qu'il va y avoir des impacts significatifs.
Donc ça, c'est vraiment important de faire un petit peu de nettoyage là-dessus. Je vais parler du cas particulier de la résidence principale. Vous venez quitter la France, vous avez une résidence principale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une nouveauté depuis un an. Avant, c'était totalement du moment où le jour où on partait, si l'acte authentique était signé le lendemain du départ, on n'avait plus le droit à l'exonération pour résidence principale. Maintenant, ça a changé dans le bon sens pour le coup depuis 2018, je pense. Si vous partez, vous ne prêtez pas le bien, même pas à titre gratuit, donc surtout, faites attention à votre résidence principale, et entre le départ et la vente, et que vous vendez avant le 31 décembre de l'année suivante, c'est du transfert. Donc ce qui veut dire, vous partez là toujours au 28 novembre, il faut que vous vendiez avant le 31 décembre de l'année 2020, vous pouvez bénéficier d'exonération pour la résidence principale. Ça, c'est en France. Si jamais vous ne respectez pas ces conditions, ou vous faites une vente après ce 31 décembre, donc qu'est-ce qui fait? Vous avez une exonération spécifique de 150 000 euros pour la première vente de maison par personne, avec abattement pour durée de détention possible, mais vous ne bénéficiez plus de l'exonération, donc c'est quand même embêtant. Si le bien est détenu directement, sachant que s'il est détenu par l'intermédiaire d'une SCI, on ne peut pas bénéficier de ces 150 000 euros. Donc, je le souligne, c'est important. Donc voilà, donc vraiment faire attention au moment de son départ, se dire, et les gens disent on va garder notre résidence principale et on verra si on rentre dans 3 ans, on veut la conserver, on va la mettre à louer, ce genre de choses. On perd totalement en France. Depuis le début, donc si on a acheté à Paris un bien à 500 000 qui maintenant vaut 1,5 million, et en 20 ans les prix ont triplé à Paris, et qu'on se dit on va le garder, on va le mettre à louer, finalement on s'aperçoit plus tard que on va le vendre parce qu'on ne verra jamais au Canada, on n'aura plus le droit, si on ne respecte pas ces conditions-là, à l'exonération, on perd tout depuis le début. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des impôts, la prix d'achat sera 500 000. Donc il faut y penser. C'est une vraie réflexion, c'est une vraie question qu'il faut se poser, c'est important. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Pareil, vous avez une exonération pour la résidence principale. Le Canada a une logique que je trouve peut-être mieux, c'est-à-dire qu'il va partir du principe que tant que c'était votre résidence principale, c'est exonéré. Donc si vous le louez après, à partir du moment où vous le louez, toute la plus-value qui va être pendant la période de location ne sera plus exonérée, mais ça ne remet pas en cause la période qui avait été exonérée pendant que c'était votre habitation principale. On n'a pas, dans mon exemple, on ne repartirait pas des 500 000, mais on partirait d'après. Donc c'est quand même. Donc là, c'est plus facile, je dirais, quand on part du Canada et qu'on retourne en France, si on hésite à vouloir partir, de pouvoir conserver son bien au Canada et de mettre en locatif parce qu'on ne perd pas cette exonération pendant la période où ça a été notre résidence principale. Donc ça, c'est important. Okay. Oui.